Je m'appelle Daniel Delverge, souvent on me prend, on me regarde comme un Français, mais j'ose dire que j'ai passé beaucoup d'années à l'étranger et professionnellement plus d'années à l'étranger qu'en France. 15 ans en Espagne, 3 ans en Tunisie, 5 ans au Maroc, beaucoup de missions en Amérique latine, en Algérie, au Sénégal. Donc j'espère que quand je fais une approche de communication, c'est plutôt une communication pluridisciplinaire et puis pluriculturelle. Et c'est très important après au moment de travailler avec les gens, au moment de faire des propositions. Sur les fonctions que j'ai eues, des fonctions dans des ministères, je suis un ami et j'étais très proche de Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre. J'ai travaillé à la Poste espagnole, une grande administration qui faisait 65 000 salariés, donc 45 000 qui étaient syndiqués, où j'étais l'un des 3 directeurs généraux. Voilà, pour essayer de me poser. Et puis en Tunisie, où j'ai travaillé dans une agence de communication, où je travaille beaucoup pour la formation des entreprises et pour le coaching des chefs d'entreprise, des managers, des équipes de direction. Et puis depuis un moment, je travaille aussi en politique pour essayer d'accompagner des hommes politiques et des femmes politiques. Souvent, on voit la communication politique, elle n'est pas aimée parce qu'on a l'impression que ce sont des hommes dans l'ombre et qui font ou qui défont la politique, qui font ou qui défont les hommes politiques. C'est pas du tout ça. La communication politique, elle existe si les hommes politiques existent déjà ou s'ils ont un contenu. Donc la communication politique, c'est faire une stratégie pour pouvoir développer l'image et la notoriété d'un homme politique. C'est donc les accompagner, voir ce qu'ils savent faire, essayer de corriger ce qu'ils font mal pour que leur politique, leur motivation puisse éclater dans le bon sens pour qu'ils puissent gagner, pour qu'ils puissent convaincre les électeurs. Voilà, donc oubliez cette image négative de la communication politique. Quand on regarde dans toutes les histoires des démocraties, et c'est vrai en Tunisie particulièrement, ça a été vite, mais c'est vrai en France, plus le temps passe, plus le nombre des électeurs diminue, des gens qui vont voter. Plus les abstentions grandissent. C'est donc qu'il y a une désaffection vis-à-vis des politiques et des politiques qui sont menées. Donc ce qu'il faut faire, c'est redonner la confiance aux gens pour qu'ils aillent voter, et c'est faire donc une communication qui soit crédible. C'est faire que les gens qui s'expriment puissent convaincre les électeurs, mais pas convaincre sur des mensonges, justement, convaincre sur des convictions et arriver à faire passer ces convictions. C'est ça la communication politique. Et j'estime que sur la loi électorale qui a eu lieu pour la constituante, il y a eu une déviation terrible parce qu'on votait pour une constituante et on a maintenant une assemblée législative avec un gouvernement. On ne sait pas quand est-ce que ça va stopper le mandat de l'assemblée constituante. Donc tout ça, c'est des règles qui manquent et c'est forcément avec une implication dans la communication politique. S'il n'y a pas de règles, si les règles ne sont pas suivies ou si elles évoluent. Donc là, les gens qui communiquent ne peuvent pas faire une stratégie, ne peuvent pas faire une programmation. Donc là, il y a vraiment une grosse déviation. Voilà. Pour moi, c'est la plus grosse. Pas de date. Les gens prétextent à l'Assemblée nationale constituante qu'ils sont élus par le peuple, donc ils sont légitimes. Mais oui, ils sont légitimes quand ils sont élus, mais ils ne sont pas élus pour tout le temps. Parce que ça ressemble à quoi? Là, il y a vraiment une question à se poser qui remet en cause toute la communication et la stratégie des politiques. Et même les politiques, bien entendu. Voilà, c'est mon avis. Je dirais pas, c'est difficile à dire. En plus, mon but n'est pas d'essayer de dire il y a un meilleur, il y a un pour, mais je peux parler de leur évolution. Et je parlerai du premier, qui est le président de la République actuelle. Monsieur Marzouki a conquis beaucoup de gens dès son départ, même si son arrivée en Tunisie a défrayé un peu par moments. Il a eu un discours qui était complètement rassembleur et il a intéressé un certain nombre de gens. Je dirais que là, il y a de la part des Tunisiens,
pour ma part aussi bien sûr une grande déception parce que il analyse souvent bien les choses, mais dans la réalisation de ce qu'il fait, dans ses activités, il a déçu un grand nombre de Tunisiens. Donc en termes de communication, il est parti d'une analyse des Tunisiens et de l'étranger, parce que M. Marzouki était beaucoup vu par les étrangers et par les Français en particulier. Il a amené, j'estime, il a déçu une certaine déception. Voilà. Si je parle ensuite, je pourrais parler de M. Djebali, ancien Premier ministre. Lui, au contraire, je dirais, il est parti d'un gouvernement où il était très critiqué, et je pense, ça c'est mon idée, mais je ne suis pas la seule à la partager, son départ a été un départ très bien réalisé, de telle sorte que les critiques étaient énormes sur lui, il les a transformées en une sorte de tribune. Il a réussi à faire que ce gouvernement qui disait vouloir mais qui disait ne pas pouvoir, eh bien, ce gouvernement qu'il n'a pas fait, il en est parti, mais il est toujours, que je sache, l'un des secrétaires de Narda, et maintenant on le voit comme un candidat potentiel qui pourrait sauver la Tunisie. Donc là, en termes, je ne partage pas forcément, et je n'ai pas donné mon opinion sur M. Djebali, mais en termes de communication, il a marqué des points. Je dirais que BCE est un grand stratège et un grand communicateur. Lui, je dis bravo, il a su bouger tout ce monde, et par son activité et sa déclaration, il a su faire que les autres candidats soient aussi obligés de bouger. Donc je dirais que pour la Tunisie, BCE est un grand communicant. Je ne suis pas sûr que ce qu'il a fait, ce qu'il fait, le serve toujours. Mais je dirais, à la limite, c'est un éloge que je lui fais, parce que quand on peut servir son pays plus que soi-même, je dirais que c'est plutôt bien. Voilà, c'est un grand communicant, c'est un grand stratège, il a une grande expérience, il a sans doute la meilleure expérience, oui, c'est sûr. On ne peut pas passer sous silence Monsieur Chebbi, qui aussi là commence à prendre des points, puisque je crois que ce sondage dont vous faites allusion passe Monsieur Chebbi devant Monsieur Marzouki. Donc Monsieur Chebbi, là encore, est une personnalité tunisienne très connue à l'extérieur et qui a, malgré, je dirais, une politique qui n'est pas toujours d'une grande visibilité, c'est là ce qui doit changer sans doute, mais il a une personnalité et il a des connaissances, il a un sens de la politique et un sens de l'État qui, à mon avis, le place en très bon candidat aussi pour la suite. Partout, tous les événements extérieurs sont extrêmement liés à la politique tunisienne intérieure, surtout depuis que Narda est là. Il y a encore plus d'interférences, je dirais, avec les pays arabes. Mais d'un autre côté, je vais modérer aussi cette question, parce que faut pas oublier que j'ai du mal à comprendre pourquoi tant de gens essaient de se positionner sur les présidentielles, alors que les présidentielles actuellement vont faire un président qui n'a aucun pouvoir pratiquement, puisque la Constitution telle qu'on doit la lire, c'est une Constitution où ça va être un régime parlementaire, qu'on appelle semi-parlementaire, qu'on appelle semi-présidentiel, qu'on l'appelle de tous les noms, mais globalement, c'est un régime qui ne laisse pas beaucoup de place au président. Voilà, sauf si M. Djebbi devient un candidat intéressant. J'ai écrit un article là-dessus, où M. Djebali va faire de telle sorte que s'il se présente et s'il a des chances, que ce régime devienne un régime réellement semi-présidentiel pour pouvoir s'y exprimer. En communication politique, une des premières choses à faire, c'est de savoir à qui on parle et bien cibler les gens. C'est de savoir parler en regardant les gens, en les comprenant. Et bon, une des choses que je travaille beaucoup, qui est importante, c'est la prise de parole en public. Là,
On assiste à des fois des gens qui savent très bien écrire, qui ont des idées très fortes, mais quand ils s'expriment, ils détruisent tout, quoi. Et il ne s'agit pas d'avoir que des tribuns, mais avoir des hommes politiques, parce que là, on va oublier seulement les présidentielles. On a des candidats aux législatives, bientôt il y a des élections locales, donc il faut que tout candidat politique puisse s'exprimer à une radio, à une télévision, devant 5 personnes, devant 500 personnes, et puisse s'exprimer pour se faire comprendre et pour que les gens adhèrent aux idées. Là, il y a un travail terrible à faire qui manque beaucoup dans la plupart des pays. Quand on regarde l'Assemblée nationale, les questions à l'Assemblée qui passent à la télévision, on voit les gens qui ont 2 minutes pour parler avec une feuille de papier et qui lisent à toute vitesse, et c'est catastrophique, c'est désastreux. Et je vois aussi ce qui se passe de temps en temps sur les plateaux de télévision. Ici en Tunisie, il y a des expressions, il y a des vocabulaires mal contenus, des colères mal contenues, des sentiments, des émotions. Le professionnalisme n'a pas encore gagné les politiques en termes de communication politique. Puis un deuxième exemple que je donnerai, tous les gens ne sont pas les mêmes. Donc quand on s'adresse à des gens, il faut savoir quel genre de profil ils ont. S'ils sont des gens, je dirais, introvertis, extravertis, s'ils parlent avec le cœur, s'ils parlent avec la raison, si c'est les émotions, si c'est les sentiments. Tout ça, c'est des expressions différentes et les gens aiment qu'on les traite comme ils aiment être traités. C'est un petit peu difficile de dire ça, de l'expliquer, mais c'est-à-dire qu'avant on disait traite les gens comme tu aimerais qu'on te traite. Mais non, c'est plus ça du tout. Parce que moi j'aime être traité d'une manière, la personne qui est en face de moi a un autre caractère, donc elle aime être traitée d'une autre manière. Il faut apprendre à voir le profil des gens et il faut apprendre à communiquer en fonction du profil des gens. Et là il y a des méthodes qui datent, je ne vais pas parler tous les classiques, mais qui datent depuis Freud, Carl Jung, qui sont des méthodes à base de psychocomportementaux, des méthodes psychocomportementales et qui donnent des solutions pour qu'on s'exprime avec les gens et qu'on se fasse comprendre.